Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais réagir rapidement aujourd'hui sur deux événements récents. Le débat entre Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour et les déclarations choc du chef d'état-major des armées au Congrès des maires. Alors je vais commencer par celui-là. Donc ces propos sur les enfants qu'on doit être prêt à faire mourir si on veut se battre ont beaucoup choqué les pacifistes, les gauchistes. On sait pourquoi, c'est parce que ces gens-là, dans l'histoire, c'est un courant voilà, historique, depuis Jeanne d'Arc, oui, on peut remonter très loin, euh, et plus récemment, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sont des gens, et en passant par Jaurès, sont des gens, des pacifistes, qui disent bah, la paix vaut mieux que la guerre, il n'y a pas de bonne guerre, mieux vaut une mauvaise paix qu'une bonne guerre, etc., etc. Donc ce discours, on le connaît bien, il a tort, évidemment, il y a pire que la guerre, c'est l'esclavage, c'est l'occupation, c'est la, la, disparition de nos libertés et de notre pays. Voilà, ça c'est pire que la guerre. Et c'est pour ça qu'il fallait se battre avec Jeanne d'Arc et avec De Gaulle, même si on n'est pas obligé de tout partager avec De Gaulle, mais en 40, il était sur la bonne ligne et Pétain était sur la mauvaise, c'est tout. Quant à la gauche de Léon Blum, elle avait misérablement échoué en 1936 avec son Front populaire en n'allant pas à l'encontre d'Hitler et de ses velléités que vous connaissez, et en faisant alliance avec les communistes qui disaient là aussi, il faut, comme aujourd'hui Mélenchon, c'est les mêmes, c'est la même lignée, et donc aujourd'hui ils disent pas de guerre, comme hier ils disaient pas de guerre avec Hitler. Alors, en face, on n'a pas forcément Hitler, évidemment, mais on a quelqu'un qui s'appelle Vladimir Poutine et qui nous veut du mal, qui l'a dit, l'a répété, via ses, alors pas lui-même nécessairement, mais via ses télés. Voilà. Il y a des dizaines de fois où ces télés ont montré comment un missile nucléaire russe arriverait sur Paris en moins de 100 secondes ou je sais pas quoi, directement de Moscou ou depuis Kaliningrad, qui est cette enclave dont vous avez peut-être entendu parler, voilà, dans les pays baltes. Et donc, c'est un ennemi. Alors ceux qui le refusent encore et qui disent mais non, c'est pas un ennemi, et puis il nous veut pas de mal, il faut faire alliance avec même, vous avez un petit problème. Et généralement, ces gens-là, bah, on les connaît, ils ont un problème de hiérarchisation des ennemis. Pour eux, c'est soit l'islam, l'ennemi principal, soit les États-Unis, donc ils n'ont pas entendu parler de l'OTAN apparemment, soit les Juifs et Israël, etc., et le complot mondial judéo-maçonnique, je ne sais pas quoi. Bon, donc voilà, tous ces gens-là s'allient en poussant le même cri d'orfraie quand ils entendent un général plutôt courageux et qui dit voilà, la vérité, c'est-à-dire que la guerre, ça tue, y compris les enfants. Alors quand il parle d'enfants, en plus, il veut plutôt dire les enfants au sens large, les enfants de la nation, c'est-à-dire y compris ceux de l'armée. Donc, mais ça a le mérite de réveiller un peu tout le monde au moment où on croit que la paix est éternelle et que la liberté aussi sera éternelle. Non, la liberté, elle se gagne et elle se défend. C'est pas un acquis. Et on l'a vu dans l'histoire, ceux qui ont laissé la liberté leur échapper l'ont souvent regretté pendant longtemps. Et si vous regardez la Chine aujourd'hui, c'est depuis 1949. Si vous regardez les pays islamiques, alors là, on peut remonter à des siècles. Si vous regardez, je ne sais pas moi, il y a tellement d'exemples. Donc, cette liberté, elle est très difficile à maintenir. Il faut se battre chaque jour pour elle, mais elle est très facile à perdre, et après, vous ne savez pas pour combien de temps vous la perdez. Heureusement, en Allemagne, ça n'a pas duré trop longtemps, les délires d'Hitler, 33 jusqu'en 45, 12 ans, 12 longues années d'obscurantisme à tous les niveaux. Et bon. Alors, par rapport à ce discours, le général, j'ai oublié son nom, a aussi parlé de la Chine. Donc c'est intéressant, c'est jamais mentionné, mais voilà, moi je vous en parle. Donc la Chine est une puissance démographique, ça on le savait, ce n'est pas nouveau. Elle est devenue une puissance économique majeure et dans le domaine militaire.
Aujourd'hui, la Chine pose un problème de puissance militaire aux États-Unis. Elle est capable de faire ce qu'il y a de plus perfectionné dans tous les domaines. Et pour ceux qui ont regardé les images très mises en scène du 3 septembre en Chine, le président chinois accueillait un ensemble de leaders. Il a fait défiler ce qu'il y a de mieux au monde aujourd'hui en termes d'équipement militaire, des drones aux satellites, aux missiles balistiques, à des forces qui défilaient avec une rigueur et un ordre extraordinaire. Il en a fait la démonstration. Il a fait la démonstration de sa puissance militaire. Pour l'instant, la Chine ne l'utilise pas. Elle est toujours dans une logique de puissance douce qui s'affirme doucement dans son environnement proche et qui va conquérir, souvent par une approche économique, des territoires, un peu plus d'emprise et un peu plus d'influence. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord avec le chef d'état-major des armées. L'attaque biologique, elle n'était pas douce du tout. C'était brutal, c'était mondial. Ça a fait des dizaines de millions de morts, y compris 100 000 en France, y compris 1 million aux États-Unis. Mais j'imagine qu'il le sait, mais qu'il ne peut pas le dire, puisque la France est mouillée jusqu'au cou avec la transmission du P4, depuis Chirac et Raffarin jusqu'à Hollande et Cazeneuve, et Macron qui a couvert tout ça. Donc ça, voilà. Je pense en particulier à nos Outre-mer, parce que je suis désolé, mais l'armée, elle est là pour nous défendre quand on est attaqué, hein, et quel que soit le type d'attaque. Donc si c'était en plus une attaque évoluée comme une attaque biologique, qu'on n'avait jamais vue jusque-là, on doit quand même réagir, sinon c'est qu'on s'est fait avoir. Or, on s'est fait avoir. Moi, c'est ce que je prétends depuis longtemps. Et je pense que les gens dans l'armée, les services de renseignement ont pris connaissance de mon travail parce que c'est du domaine de l'évidence, mais qu'ils ne peuvent pas en parler parce que ce qui est tout aussi évident, c'est que l'oligarchie collabore avec la Chine communiste. Et donc, ils ne peuvent pas dénoncer leur propre hiérarchie. Je vous rappelle qu'en France, c'est encore les civils qui dirigent les militaires. Mais croyez-moi, ils n'en pensent pas moins. En tout cas, les plus résistants n'en pensent pas moins. D'autres collaborent avec la Chine, comme avec la Russie d'ailleurs. J'ose espérer que c'est une minorité, mais ce discours est plutôt positif, je trouve, parce que même s'il ne dit pas grand-chose, il va quand même clairement dans mon sens. Alors, je pense en particulier à nos Outre-mer, Polynésie, alors c'est là où je suis, en plus Nouvelle-Calédonie, où la pression des ressources s'exerce doucement mais fermement. Aujourd'hui, quand je regarde la pénétration des zones économiques exclusives autour de la Nouvelle-Calédonie, autour de la Polynésie, les endroits où la France, où les armées françaises sont présentes, notre souveraineté est respectée. Ouais, donc ça, il faudrait vérifier. Quand même, sur la Polynésie, c'est l'équivalent en superficie de l'Europe. Donc, pas sûr que la marine française puisse vérifier si les bateaux de pêche chinois ne vont pas dans nos zones protégés pour y faire de la pêche illégale. Mais bon, partout ailleurs, la prédation s'exerce sur la pêche, les ressources naturelles, et la Chine est un de ces acteurs de prédation. Donc ça, c'est des mots quand même forts, qui n'ont pas été relevés dans la presse, on se demande bien pourquoi, mais c'est évidemment vrai. Et nous, on est très proche de la Chine, qui est un acteur de prédation. Donc vous avez deux grands acteurs, un qui est en train de se séparer progressivement de l'Europe en termes de priorité pour se concentrer vers la Chine, et une Chine qui s'affirme comme puissance avec le risque de confrontation avec les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez au Pentagone une horloge visible de tous les officiers qui servent au Pentagone, qui décompte tous les jours jusqu'en 2027. Parce que pour les États-Unis, en 2027, la Chine s'empare de Taïwan et rentre dans la confrontation. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas uniquement des analyses de renseignement. Vous avez la première puissance mondiale, aujourd'hui, qui affiche au cœur de sa défense un horizon 2027 et d'affrontement possible. C'est pour moi les deux premiers éléments d'évolution de notre contexte qui vont définir les paramètres de notre sécurité. Et donc, il parle également, mais ça je ne vais pas revenir là-dessus, de Temu, Shine, enfin, il ne cite pas les noms, mais il aborde cet aspect-là. En fait, la Chine nous attaque de toutes les façons possibles et imaginables. C'est quand même hallucinant que je sois le seul à en parler, parce que de TikTok à Huawei, en passant par Temu, Chine, moi, j'en parle depuis longtemps de Chine, là, c'est que récemment que c'est dans les news, mais à chaque fois, ils nous massacrent. Nos industries textiles. Là, dans le jeu vidéo, Tencent vient de monter dans l'actionnariat de Ubisoft, qui est quand même un de nos fleurons nationaux. Enfin, ils sont partout. On va me dire, voilà, c'est ce que les antisémites disaient à propos des Juifs. Moi, je ne suis pas dans l'obsession. Moi, je constate les faits. C'est que plus la Chine communiste nous attaque, plus on ferme les yeux et on dit, Jean Robin, t'es obsédé. Ça fait rigoler. Donc, ils nous attaquent sur les voitures électriques, avec la puissance de l'Union européenne qui impose l'interdiction des voitures thermiques en 2035, et qui lamine une industrie à 800 000 emplois. Tout ce qui est agriculture aussi. On nous parle de l'Ukraine qui nous inonde. Tu parles, par rapport à la Chine, c'est un nain l'Ukraine. C'est la Chine qui nous inonde de faux miel, de fausses tomates et de tant d'autres choses, l'ail, etc., qui nous est imposé par les coûts très bas, du dumping à chaque fois. Et ça, personne n'en parle, ou presque. Il peut y avoir des reportages par-ci, par-là qui filtrent.
Mais voilà, tous les clubs d'influence, vous allez me dire que l'Ukraine a des clubs d'influence en France du niveau de la France China Foundation, du Chinese Business Club, du comité France-Chine, hein, qui regroupe les 3/4 du CAC 40, ça aussi. Bon, j'y reviens pas parce que ça serait un peu long. Et donc là, j'analyse quand même le discours du SEMA. Il dit le plus qu'il peut dire. Voilà. C'est-à-dire, il ne peut pas en dire plus, même s'il voudrait en dire plus. C'est le maximum parce qu'après, il se mettrait Macron à dos. Il serait obligé de dire que Macron est trop proche de la Chine, même si récemment, il a commencé à critiquer un peu TikTok. Tu parles après avoir promu TikTok pendant des années depuis le début, après s'être dit maoïste, après s'être dit ami de Xi Jinping, après avoir nommé comme Premier ministre Édouard Philippe, ami personnel de Xi Jinping depuis 2011, enfin après avoir nommé tous ces membres des clubs d'influence de la Chine communiste, avoir poussé l'influence de la Chine en France, comme l'a fait Raffarin depuis qu'il a été nommé Premier ministre, et qui continue. Fabius, qui est plus président du Conseil constitutionnel, mais était en Chine encore il y a quelques jours, comme il y avait été il y a un an, et comme personne n'en parle jamais, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais été bien le seul. Donc, cette influence-là sur la France, c'est pas le fait de mon obsession ou je sais pas quoi, ça c'est trop facile. Il y a des faits, je les ai rappelés pendant 5 ans, personne n'a voulu écouter, tant pis pour vous. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas voulu écouter. Pour ceux qui ont voulu écouter, ils étaient très peu nombreux, et puis ils n'avaient aucune manière de changer les choses. Donc, vous avez aujourd'hui, on est en 2026, bientôt, vous avez un chef d'état-major des armées qui vous dit ouais, en fait, la Russie donc est notre ennemi, il nous menace, il faudra penser quand même à sacrifier nos enfants, c'est-à-dire les enfants de la nation. Moi, je l'entends comme ça, hein, pas forcément les enfants des gens. Mais oui, une guerre, c'est ça aussi, c'est on peut perdre ses enfants, voilà. Donc il faudrait se réveiller un peu, on restera pas toujours en paix, et la meilleure manière de rester en paix, c'est de préparer la guerre. Civis pacem parabellum, ça c'est quand même la base en stratégie militaire et en stratégie tout court. Donc si vous y connaissez pas en stratégie ou en stratégie militaire, apprenez cette phrase qui est du latin. Enfin, voilà. Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre, parce que en face, le message que le SEMA a envoyé, c'est que les Français doivent être prêts. C'est pour ça qu'il s'est adressé aux maires, parce que, voilà, je ne reviens pas sur tout son discours, mais il a dit que en temps de guerre, il faut qu'on s'organise bien mieux qu'en temps de paix, pour que ceux qui vont au front et ceux qui sont dans les principales opérations terrestres ou aériennes ou en marine soient vraiment le pinacle de la société. C'est eux qui nous défendent, c'est eux qui défendent nos libertés. Et derrière, il faut qu'on s'organise pour faire de la vie de ces gens-là et de leur famille quelque chose de plus facile, parce que sinon, ça va être compliqué. Bon, donc ça, c'est pour le discours du SEMA. Je l'ai trouvé plutôt tiède, mais dans un contexte français qu'on connaît, ça a fait des étincelles. Vous voyez, c'est un peu comme si je prenais la parole sur un grand média, il y aurait des gens dans la rue pour me faire enfermer derrière, parce que j'aurais dit trop de vérité qui choquerait les gens. Donc, c'est pour ça que je suis censuré d'ailleurs. Parce que la vérité, on ne veut pas l'entendre, tout comme dans les années 30, on ne voulait pas entendre la montée d'Hitler, on voulait se cacher les yeux, comme Blum et le Front populaire, et il faut dire qu'en face, c'était pas... il y avait De Gaulle, mais il était rien du tout, et puis ce qu'on appelait la droite française à l'époque n'était pas très virulente non plus contre Hitler. Donc voilà, le problème, c'est qu'on ne veut pas regarder en face des évidences. La Russie nous menace du feu nucléaire, donc c'est un ennemi, et donc c'est grave. Il mène chez nous des actions de cyberterrorisme, de cyber, tout ce que vous voulez, des opérations de déstabilisation, et ils ont des gens qui sont là. Alors, il n'y a plus beaucoup de monde pour oser dire vive Poutine, comme le faisait encore Éric Zemmour récemment, je vais parler de lui juste après. Ça, ils n'osent plus, mais ils sont là pour dire non, non, pas de guerre. Voilà, ça c'est Mélenchon. Et alors tous ces gens-là sont généralement proches de la Russie et de la Chine, mais n'oublions pas non plus que notre cher président maoïste revendiqué, Macron, est proche de la Chine, donc de la Russie. Hein. C'est comme ça, en fait. Si vous êtes proche de l'un, vous êtes proche de l'autre, parce que les deux sont alliés stratégiques. Hein. On nous dit ça depuis longtemps, et ça, malheureusement, il y a trop de gens, même, qui osent dénoncer un peu la Russie, mais quasiment jamais la Chine. Alors justement, dans ce débat entre Glucksmann et Zemmour, Glucksmann a été le seul des deux intervenants, évidemment, à dénoncer à la fois la Chine et la Russie. Mais, comme à son habitude, il l'a fait de manière très tiède, sans remettre en question notre oligarchie,
puisque lui-même est devenu député grâce à elle, et notamment à François Hollande et à Bernard Cazeneuve, qui sont deux très proches de la Chine communiste. Cazeneuve inaugurait encore le P4 en Chine en 2017. Quant à Hollande, il a continué à se rapprocher de la Chine. Je lui ai posé moi-même une question à laquelle il n'a pas su répondre sur le P4, évidemment. Il n'a pas voulu répondre. Il savait très bien répondre, mais il n'a pas voulu répondre. Donc ça, c'est la gauche. Voilà, la gauche dans l'histoire, en France en tout cas, n'est pas la plus patriote qui soit, mais le problème, c'est que Glucksmann, dans cette interview, dans ce débat, était selon moi plus à droite que Zemmour. Voilà. Et ça, c'est ce que personne ose vous dire, parce que comme Zemmour tape sur l'islam, il serait de droite. Ben non, figurez-vous qu'il y a des communistes qui tapent sur l'islam, ça s'appelle Riposte laïque. Donc Zemmour est sur la ligne Riposte laïque. D'ailleurs, Riposte laïque le soutient depuis très très longtemps, parce que c'est un marxiste revendiqué, quelqu'un qui s'est toujours dit de gauche, comme il le dit lui-même, au crayon en 2023, c'était il n'y a pas si longtemps, qui fait l'apologie de Georges Marchais. Donc, il veut faire croire avec sa copine Sarah Knafo qu'il serait de la droite dure, etc., que ce serait même des libéraux, tu parles, alors qu'en fait, même Sarah Knafo, peu avant ce débat entre son chéri et Glucksmann, avait déclaré que l'Ukraine nous coûtait vraiment très cher, 21 milliards, et que le budget de la police nationale, c'était que 13 milliards. Donc elle a tout mélangé d'ailleurs, elle s'est pris une belle note dans les community notes de Twitter, X maintenant, et donc qui disait, vous ne pouvez pas comparer le budget que la France a contribué pour l'aide à l'Ukraine sur 4 ans et un budget annuel de la police déjà. Là déjà on compare n'importe quoi. Ensuite, 21 milliards, il faut le rapporter à notre PIB. Or, on se rend compte qu'en Europe, on a des parts de PIB les plus bas dans l'aide à l'Ukraine. Les pays baltes, les pays scandinaves, la Pologne, la Roumanie, etc., étant largement au-dessus de nous. Il n'y a guère que l'Italie, l'Espagne et quelques autres qui sont en dessous. Mais c'est parce qu'eux-mêmes sont encore pires que nous, de ce point de vue-là. Donc là, Sarah Knafo, elle a du mal aussi à cacher que, comme Zemmour, ce ne sont pas des pro-ukrainiens. Ils ont essayé de le faire croire à un moment. Mais là, quand on arrive au vrai moment de vérité, c'est là où on se découvre. Donc, rappelez-vous, pendant le mois de janvier et de février 2022, vous aviez Zemmour, Mélenchon et Marine Le Pen qui disaient mais non, Poutine ne va pas attaquer, et Dominique de Villepin, j'oublie pas, et quasiment tout le monde. Tandis que moi, je disais si, il va attaquer, parce que je me basais sur les études de Diane Nyquist. Donc, on a des gens aujourd'hui qui sont contre l'islam, l'islamisation, mais qui en font le bouc émissaire. C'est bien ça le problème. C'est qu'ils veulent reproduire des guerres de religion, comme on a déjà eu dans notre pays, et ce n'est certainement pas la solution, ça fait partie du problème. Donc, la solution, évidemment, c'est de ne pas se tromper d'ennemis. Au moins, Glucksmann lui a dit, mais et la Russie, et la Chine, et Orban. Et là, Zemmour a eu vraiment un argument, je trouve, nul, c'est de faire croire qu'en Hongrie, il n'y avait pas de problème comme en France. Il n'y avait pas de petites filles qui se faisaient découper. Ah bon? Donc, dans tous les pays, c'est comme ça. Donc, mais ce que voulait dire Zemmour, c'est que il n'y a pas d'Arabes, pour être clair, puisqu'il est sur une ligne racialiste, il n'y a pas d'Arabes qui viennent tuer des Blancs en Hongrie, parce que Orban a refusé l'islamisation. Donc certes, Orban a refusé l'islamisation de son pays, mais il a donné son pays sur un plateau à qui? À la Russie et à la Chine. Voilà. Et donc ça, c'est bien pire en fait. Mais il est dans ce discours identitaire, donc wokiste de droite, qui veut faire croire que une Lola vaut plus que le fait qu'un pays soit dominé par des puissances étrangères, comme l'est complètement la Hongrie. Et c'est ce que Glucksmann a essayé de lui dire, mais assez mal. En plus, Orban est un dictateur, je veux dire, il a laissé 4 minutes de temps de parole à la télévision à son principal adversaire lors des dernières élections. Donc, si Zemmour avait 4 minutes de temps de parole à la télévision aux dernières élections présidentielles, il aurait dit quoi? Il aurait dit Macron est un dictateur. C'est ce qu'est Orban, c'est tout. Donc, ça aussi, malheureusement, Glucksmann est de gauche. Il faut se rappeler qu'il avait fait quand même l'alliance avec LFI il n'y a pas si longtemps, donc avec des gens qui fricotent avec le Hamas et compagnie, donc Rima Hassan, etc. Donc, pour moi, il est complètement décrédibilisé et sa critique de la Chine n'est pas sincère, puisque, encore une fois,
il n'a jamais appelé à la destruction du Parti communiste chinois, ni au fait que il n'a jamais dénoncé que l'oligarchie française collaborait avec la Chine communiste. Il va toujours critiquer un peu la Chine à la marge, comme ça, pour dire, voilà, je l'ai dit. Hein. Mais plus la guerre va avancer en intensité, et moi je dis depuis 5 ans hein, qu'on est en guerre, donc voilà, mais plus ça va être évident qu'il y a l'Occident et ses alliés face aux Russo-Chinois et à leurs alliés, y compris donc le monde islamique, hein, majoritairement, eh bien, des gens comme Raphaël Glucksmann, je pense, vont davantage être dans ce qu'on appellera la résistance que des gens comme Éric Zemmour et Sarah Knafo, voilà, malheureusement. Alors à moins qu'il y ait des revirements à la François Mitterrand, oui, parce que Zemmour, ça le connaît, l'histoire de France, et donc ils pourraient retourner leur veste quand vraiment les carottes sont cuites, mais on ne sait pas comment ça va se passer, évidemment. Donc voilà pour vous dire ce que je pensais de ce débat, qui faisait écho, évidemment, aux déclarations du chef d'état-major des armées, parce que là, on est dans un état de quasi-guerre. Alors, suite à la pandémie, on était en guerre, mais personne ne l'a reconnu, sauf Macron, mais sans en prendre les conséquences. Évidemment, lui, il a dit ça, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais quand un pays est officiellement en guerre, et quand il y a une déclaration de guerre des deux côtés, alors là, tout change et les gens soit se barrent du pays parce que ils peuvent plus assumer leur position politique, soit ils restent, mais ils doivent changer de position. Et donc moi, je pense que c'est pour ça que de plus en plus de gens quittent la France. Moi, j'ai pas quitté la France, hein, quoi comme on en accuse. J'ai été traîné même au tribunal ici par Macron et son équipe là. Donc, je suis toujours sous la loi française. Et j'ai correctement analysé la situation, puisque même le chef d'état-major des armées rejoint ce que je dis, mais encore très timidement, sachant qu'il peut dire que 5% de ce qu'il sait et de ce qu'il pense. Alors, sachant, oui, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il s'adressait aussi bien au grand public qu'aux maires, mais aussi à ses troupes. Et donc, il sait très bien que dans ses troupes, il y a des pro-russes. Donc ça, je trouve que c'était positif de dire, voilà, la Russie nous menace, c'est notre ennemi, en gros. Donc ça n'avait pas été dit parce que depuis longtemps, là aussi, les Macron et les Chirac et les Hollande, alors Hollande un peu moins, et les Sarkozy, mais quand même, sont proches de Poutine. Voilà, donc là, il y a un changement dans le discours des autorités militaires et politiques, bon, depuis l'invasion de l'Ukraine en tout cas, et ça c'est de plus en plus clair, et ça ne pourra aller que dans ce sens-là, parce que Poutine ne va pas lâcher, les Chinois non plus, et d'après Jair Nyquist, que j'ai entendu là récemment, il est tout à fait d'accord avec la date de 2027, comme étant une date, alors c'est vrai que ça repousse à chaque fois, mais bon, ça, moi je pense que Dieu m'a pas envoyé ici, c'est-à-dire à 17 000 km pour rien. Je cherche toujours à comprendre pourquoi, à titre personnel, mais je pense que déjà c'était pour nous protéger effectivement des menaces de mort que je recevais un peu partout à cause de mon activité, mais c'est aussi parce qu'il va y avoir des gros problèmes en Europe, qui sera le terrain de la guerre, une fois de plus, et peut-être cette fois, nouveauté, aussi les États-Unis, puisque les Russo-Chinois veulent amener la guerre aux États-Unis, et je ferai une vidéo bientôt là-dessus aussi, sur la guerre civile qu'il y a entre la droite, au sein de la droite américaine, parce que ça, c'est poussé à fond par les Russo-Chinois aussi, hein, TikTok d'un côté, et puis les opérations de financement des influenceurs par la Russie. Donc, c'est coordonné, c'est une attaque, tant qu'on ne le reconnaîtra pas comme tel, on ne pourra pas prendre les bonnes décisions. Donc moi, j'ai suffisamment alerté et maintenant je suis sur autre chose, comme vous le savez. Voilà, Question R, pour ceux qui ne savent pas, c'est un site qui veut plus de démocratie, qui permet aux gens de poser des questions à des personnalités que les médias ne leur posent pas, la plupart du temps. Donc je suis sur autre chose, mais je ne perds pas de vue la situation politique, évidemment, et je serai d'ailleurs invité mardi sur une chaîne d'un Français qui vit au Brésil, et ça sera très intéressant, je relayerai ça sur mes réseaux sociaux, donc abonnez-vous à cette chaîne, je mettrai peut-être un extrait ici, qui renverra vers la vidéo principale. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous aura éclairé, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, la Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.